Refuser une demande de télétravail. Pour beaucoup d'employeurs, ça peut sembler être une simple formalité, une décision interne, quoi. On se dit que c'est une discussion qui reste dans les murs de l'entreprise. Eh bien, attention, parce que cette idée, aussi répandue soit-elle, pourrait en réalité coûter très très cher sur le plan juridique. Alors, est-ce qu'on a raison de penser ça? Est-ce que c'est juste une petite formalité administrative? Comme on va le voir, la réponse est un grand non. Et les enjeux, ils sont bien plus importants qu'on pourrait le croire à première vue. En fait, il y a une décision de justice toute récente qui est venue complètement changer les règles du jeu. D'un coup, cette question devient un vrai casse-tête juridique, surtout pour les employeurs du secteur public. Alors, allons voir ça de plus près. Tout commence avec une affaire qui a été jugée par le tribunal administratif de Toulon. Au départ, franchement, ça avait tout l'air d'une demande de routine, un échange classique entre un agent et son administration. Sauf que ça a fini au tribunal. Alors, voilà le topo. On a un agent de la fonction publique qui demande à faire une partie de son travail à distance. Et attention, ce n'est pas une demande en l'air, c'est justifié par sa situation médicale. C'est un point clé. Et la réponse de l'administration, eh bien c'est un non, catégorique, sans discussion. Forcément, l'agent n'en est pas resté là et a porté l'affaire en justice. Et il a gagné. Et c'est là que ça devient super intéressant d'un point de vue juridique. Le tribunal a commencé par rappeler une règle de base, parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent encore, un refus de télétravail, ce n'est pas juste une petite note de service interne, non. C'est ce qu'on appelle en droit une décision faisant grief. Pour faire simple, c'est une décision officielle qui a un impact réel sur la personne et qui peut donc être contestée devant un juge. Et ça change tout. D'accord, mais alors où est-ce que l'administration a fauté exactement? En décortiquant le jugement, on voit qu'il y a eu non pas une mais deux erreurs, et des erreurs fatales qui ont mené tout droit à l'annulation de sa décision. Ces deux erreurs sont de nature bien distincte. D'un côté, on a une erreur de procédure, en gros une case qui n'a pas été cochée, et de l'autre, une erreur de fond, c'est-à-dire que l'administration s'est complètement plantée dans son analyse. Allez, on regarde ça dans le détail. La première erreur, donc, c'est ce qu'on appelle un vice de procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manque une conversation. Il n'y a pas eu d'entretien préalable. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que le décret du 11 février 2016, il est limpide là-dessus. Avant de dire non, on doit, c'est obligatoire, échanger avec l'agent. Et attention, cet entretien, ce n'est pas une simple formalité ou une suggestion. Le juge est très clair, c'est une garantie essentielle. Ça veut dire que le simple fait de l'oublier, eh bien, ça suffit à rendre toute la décision illégale. C'est vraiment un point à ne jamais négliger. Bon, passons à la deuxième erreur. Celle-là, elle ne concerne plus la forme, mais bien le fond du dossier. Le tribunal ne s'est pas contenté de dire « vous n'avez pas suivi la procédure ». Il est allé plus loin. Il a jugé que l'administration avait commis ce qu'on nomme une erreur manifeste d'appréciation. En clair, elle a mal jugé la situation, tout simplement. Et pourquoi le juge dit ça? Eh bien, il a mis sur la table tous les éléments. D'un côté, l'avis favorable du chef de service, une recommandation médicale en ne peut plus claire et le fait avéré qu'une partie des tâches de l'agent pouvait sans problème se faire de la maison. Et de l'autre côté, dans le camp de l'administration, rien. Aucune preuve, aucun argument concret pour dire non, ce n'est pas possible. La balance penchait très très clairement d'un côté. On arrive donc au moment du verdict. Et là, attention, parce que le juge ne va pas se contenter de siffler la fin de la partie. Il y a un petit twist, un rebondissement plutôt inattendu. Bon, première étape, la plus logique, vu les erreurs qu'on vient de voir, le refus de l'administration est annulé. Pouf, disparu. Juridiquement, c'est comme si cette décision n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas là. Le juge a fait un pas de plus, un pas décisif qui change absolument tout. Et voilà le fameux rebondissement. Le tribunal ne se contente pas d'annuler le refus. Non, il enjoint l'administration, c'est-à-dire qu'il lui ordonne d'accorder le télétravail à l'agent. Là, on n'est plus dans la suggestion. C'est un ordre direct du juge. Il ne dit pas recommencer la procédure, il dit faites-le. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les leçons à tirer pour les services RH, pour les managers? Clairement, les règles du jeu ont changé et il y a une nouvelle manière de faire les choses. Alors, pour être clair, voici les nouvelles bonnes pratiques. Premièrement, chaque demande doit être étudiée au cas par cas, sérieusement. Fini les réponses toutes faites. Deuxièmement, cet entretien préalable, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Troisièmement, si on refuse, la justification écrite doit être en béton, super bien argumentée. Et enfin, il faut vraiment analyser en détail les missions pour voir ce qui est télétravaillable ou pas. En gros, le risque si on gère mal un refus, il est double. C'est la double peine. D'un côté, il y a l'annulation de la décision, ce qui n'est déjà pas rien. Et de l'autre, ce qui est bien plus lourd de conséquences, c'est de se voir forcé par un juge à accorder le télétravail.
Les enjeux sont donc devenus énormes. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette décision de justice, elle confirme une tendance de fond. Le télétravail, ce n'est plus juste une fleur que l'employeur peut faire ou pas. Ça devient de plus en plus un droit, un vrai droit, encadré par des règles précises. Et ça nous amène à une toute dernière question qui est vraiment cruciale. À la lumière de cette affaire, chaque organisation devrait se demander, est-ce que notre processus pour gérer le télétravail est vraiment blindé sur le plan juridique ? C'est une réflexion qui est devenue indispensable.